Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour Gabriel. Bonjour. Avant aussi de commencer, je voulais remercier pour l'organisation d'autoriser cette rencontre en présentiel, et encore plus Mathilde, Inès, Lauriane et Alice qui est présente à cette table pour gérer un peu tout cela. Merci. Également petite présentation rapide de ta personne. Et je voulais dire que je ne suis pas du tout neutre dans cette rencontre puisque j'étais ton professeur il y a quelques années de cela. Et également, on a pas mal discuté du jeu de rôle, de la SF et autres au cours des années. Et j'ai moi-même participé au financement de ton jeu de rôle en ligne. Donc je suis absolument pas neutre dans cette rencontre. Voilà, histoire de faire un petit disclaimer. Donc tu te présentes sous le nom de TH Gabriel, ton nom d'auteur. Et tu es également connu pour la chaîne NovaCorp, qui comptabilise environ 24 800 abonnés, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Chiffre exact. Et donc tu présentes, après plusieurs années de gestation, un jeu de rôle qui s'appelle Doxa. Et déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Un jeu de rôle, c'est une espèce d'histoire interactive où en fait va y avoir quelqu'un qu'on appelle le maître du jeu. Il va en fait donner un contexte, il va raconter une histoire à des personnes autour d'une table, et ces personnes-là vont essayer de répondre aux problématiques de cette histoire. Si par exemple je dis la porte est fermée, les joueurs à la table ils vont essayer de trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Et donc on va faire ça qu'avec le dialogue. Voilà. Est-ce que donc tu sors ton jeu de rôle là cette année? Oui. Le jeu de rôle existe quand même depuis une petite quarantaine d'années. Oui. Quelle est l'évolution par rapport à ta présentation du jeu de rôle et ce qui était présenté au tout début, par exemple avec Donjons et Dragons? Du coup, oui, Donjons et Dragons, c'était au début des années 80. Le format du jeu de rôle a, lui, énormément évolué. Au début, on était sur des gros livres, on devait présenter beaucoup de règles de jeu, parce que comme le jeu de rôle, c'était quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, c'était des livres qui étaient très fournis d'un point de vue de règles, de comment on joue, de comment on s'immerge. Depuis ces dernières années, le jeu de rôle s'est beaucoup plus popularisé grâce à YouTube, Twitch et beaucoup d'influenceurs qui en parlent. Et la forme du jeu de rôle a beaucoup changé aujourd'hui. On parle de jeux de rôle indépendants, on parle de plusieurs genres, plusieurs types de jeux de rôle différents, des jeux de rôle qui se jouent sans maître de jeu, des jeux de rôle qui se jouent sans règles. Donc c'est très très vaste aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Voilà. Et d'autant plus que le jeu de rôle a eu tendance à disparaître pour se retrouver dans le jeu vidéo. Et ou à être fictionnalisé également. Je pense à Donjon de Nalbuck, qui a été une série audio pendant très longtemps et qui est inspirée de Donjons et Dragons. Et pareil, on a vu des passages de jeux de rôle vers le jeu vidéo avec Cyberpunk. Oui, c'est ça. Cyberpunk 2077 qui est sorti cette année, qui fait un lien entre jeux de rôle et jeux vidéo. On l'a vu avant aussi avec Shadowrun, parce que Shadowrun, c'est une des plus grandes représentations de la littérature cyberpunk dans le jeu de rôle, qui a été adapté aussi en jeu vidéo. On a le jeu de rôle Numenera, que j'ai ramené ici pour montrer à quoi ça ressemblait, un livre de jeu de rôle. Et Numenera a aussi été adapté en jeu vidéo, donc on voit beaucoup de passerelles qui se créent dans le milieu, en effet. Alors, question un peu bizarre, mais pourquoi sortir un jeu de rôle alors que maintenant il y a plein de plateformes vidéoludiques sur Internet, etc. Parce que j'aimais beaucoup le jeu de rôle déjà de base, et que, en fait, quand j'ai découvert le jeu de rôle, c'était un ami qui m'avait appelé au téléphone, qui m'avait parlé de qu'est-ce que c'était, et j'avais trouvé qu'il y avait un énorme potentiel derrière le jeu de rôle, de comment on peut raconter une histoire, et de cette capacité de juste décrire un environnement et que chaque joueur à la table se fait son image. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très joli dans ça. Mais le problème, c'est que quand il m'a fait jouer à ce jeu de rôle, j'ai détesté. J'ai vraiment pas du tout aimé. Et je me suis dit, c'est dommage, le potentiel qu'on m'avait vendu n'existe pas. Et je me suis dit, j'aimerais bien participer à faire ce qu'on m'avait vendu, en fait. Ce que j'avais imaginé. Et oui, il y avait le jeu vidéo, mais comme j'avais déjà commencé à écrire un jeu de rôle, que je m'amusais déjà autour de ça, j'ai juste continuer dans cette voie-là. Et comment tu vois l'évolution aussi du jeu de rôle, du format papier vers un format beaucoup plus immatériel, par exemple avec Roll20 qui est sorti après un financement participatif en 2014, si je ne me trompe pas, donc qui permet de jouer en ligne avec des cartes interactives, etc. Comment tu vois cette évolution du papier vers le numérique ? Je trouve que c'est
bien, parce qu'on a tendance à penser que le jeu de rôle, c'est quelque chose de compliqué, avec beaucoup de règles, on est autour d'une table, ça prend énormément de temps. Le fait de passer vers quelque chose de numérique, ça fait que tout de suite, il y a moins la contrainte matérielle. On peut juste appeler quelqu'un au téléphone et dire, ça dit de faire une partie de jeu de rôle ce soir, on s'y connecte et tout est déjà sur le site, et on peut déjà commencer à jouer avec très très peu de choses et très peu de connaissances. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, dans ces temps de Covid, c'est bien de pouvoir continuer à faire du jeu de rôle en ligne et que ce ne soit pas quelque chose qui soit réservé uniquement à être autour d'une table pendant 4h30 à jouer. Quoi. Oui, c'est sûr. Du coup, toi, tu sors ton jeu de rôle en format papier. Tu avais déjà distribué en partie les règles en amont du financement pour justement montrer ce que tu souhaitais financer et donc imprimer. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet Doxa, de comment c'est venu et de comment d'où il en est maintenant? Au début, c'était un projet quand même très immature parce qu'on était encore au lycée avec Ephraim Beillet, qui est du coup l'assistant de conception du jeu. Et quand on a commencé, c'était vraiment juste un projet de on s'amuse, on fait un peu ce qu'on veut et on n'avait pas l'idée de lancer ça comme quelque chose de professionnel. Finalement, au fur et à mesure, on s'est dit que ça nous passionnait vraiment. Donc on a fait évoluer ça, on a contacté du coup les éditeurs pour leur poser des questions sur comment est-ce qu'on crée un jeu de rôle, quels sont un peu les codes du genre et se renseigner sur comment devenir plus professionnel dans le milieu. Donc au fur et à mesure, le projet a beaucoup évolué. Puis aussi, vu que j'étais à l'université de Poitiers, les cours qu'on m'a donnés m'ont beaucoup aussi aidé au fur et à mesure à confirmer à la fois mon style d'écriture et ce que j'avais envie de raconter, etc. Donc voilà. En parlant de votre style d'écriture, est-ce que vous avez des classiques du jeu de rôle que vous voudriez conseiller, certains qui vous ont inspiré plus que d'autres ? Alors, justement, comme je disais, j'avais eu une mauvaise expérience au début avec le jeu de rôle, et le jeu de rôle n'est pas une littérature que j'affectionne particulièrement, ce qui peut être bizarre vu que j'en écris, mais du coup, non, je ne le conseillerais pas. Il y a des jeux de rôle que j'aime beaucoup, il y a Cthulhu que j'aime énormément, qui sont des univers qui sont très bien, juste d'un point de vue de style, si on parle juste de style d'écriture, je ne me sens pas à l'aise dans ce milieu-là, puisque justement il y a eu beaucoup de questionnements avant si on considérait le jeu de rôle comme de la littérature, parce qu'avant on considérait que c'était que des règles à lire, et justement je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais le jeu de rôle c'est souvent une encyclopédie, on va dire l'univers c'est ci, c'est ça, c'est ci, et à un moment c'est un peu très lourd à lire. Donc des jeux de rôle qui m'ont vraiment passionné à la lecture, j'en ai pas beaucoup, mais même si j'en lis, et c'est important d'en lire, c'est surtout si on en écrit, mais d'un point de vue style, non. Mais au niveau des influences, même en dehors du jeu de rôle, je pensais par exemple aux films, aux jeux vidéo, aux mangas. Oui, du coup, là, il y a beaucoup plus de choses. Évidemment, moi, j'aime beaucoup la littérature postmoderne, donc William Burroughs, J.G. Ballard. Du coup, ce livre est beaucoup influencé par William Gibson ou Neil Stephenson, qui sont les porte-paroles de la littérature cyberpunk depuis très très longtemps. Et voilà, en film... Takeshi Kitano, que j'aime beaucoup, qui fait un mixte entre violence et mélancolie, que j'aime énormément. Donc voilà. Et je rajoute, puisque tu parles de tes études qui ont influencé, qu'il y a aussi maintenant des études qui étudient le jeu de rôle, notamment en lettres. On pense à la ludologie avec Olivier Caïra, avec Isabelle Perrier, etc. Est-ce que tu as pu un peu voir... ce moment où les études de lettres ont commencé à intégrer la question du jeu, le côté ludique de la littérature et de l'incarnation? Oui, ça commence. On commence à en parler depuis très récemment. Il y a l'éditeur Lapin Marteau qui essaye de faire en sorte d'en discuter plus avec des ouvrages qu'ils ont sortis sur mener des parties de jeux de rôle, jouer des parties de jeux de rôle. Et dedans, ils ont appelé beaucoup de spécialistes, dont Olivier Caïra et Isabelle Perrier, pour parler de tout ça. Mais c'est un discours qui est pas forcément très bien reçu, parce que justement, à la base, un jeu de rôle, c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser. Du coup, essayer de faire quelque chose de sérieux, où on s'intéresse vraiment à la narration, à comment bien jouer, c'est compliqué, parce qu'à la base, on est censé juste rigoler. Pourquoi est-ce que devrait y avoir un code du bien jouer? Du coup, pendant longtemps, c'était très mal vu de théoriser le jeu de rôle. Ça existe que depuis quelques années, même pas 10 ans maintenant.
Donc, mais oui, on voit apparaître de plus en plus. Je pense que c'est une bonne chose, même si je sais que les vétérans du jeu de rôle ne sont pas passionnés par ces questions de discuter le bien joué, entre guillemets. Du coup, le jeu, c'est sérieux? Le jeu, c'est sérieux? Oui. Reprenons un peu comment tu en es venu. Donc, ça fait maintenant 6 ans, un peu plus de 6 ans que tu travailles Doxa. Comment s'est passé le processus d'écriture sur ces 6 ans? C'est vaste, comme c'est fait. Au début, c'était compliqué parce que, justement, comme je disais, j'étais très jeune, donc j'avais pas forcément un style qu'il fallait. Donc, du coup, c'est énormément de réécriture constamment, c'est énormément de remise en question de son propre style, surtout en plus à la fac de lettres où on nous apprend constamment à nous remettre en question de qu'est-ce que c'est que la littérature, qu'est-ce que sont les formes des livres, etc. C'est constamment devoir regarder son propre travail et se dire ah oui, je savais pas qu'il y avait toutes ces questions et tous ces engagements autour de la littérature, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie d'enlever, et du coup constamment devoir rechanger la forme, et du coup ça fait que ça a créé un projet où on a l'impression d'entendre énormément de voix, puisque ça a été écrit sur plusieurs années, avec différents styles, avec différents questionnements au fur et à mesure. Du coup j'ai essayé d'exploiter sur cette question de on entend énormément de voix, en faisant un livre où la narration est très disparate, et on n'arrive pas à identifier qui parle quand, etc., pour illustrer justement ce processus de création qui était lui-même du même ordre. Et d'autant plus qu'on en a parlé aussi en amont de la rencontre, mais tu me disais il y a peu que si jamais tu devais réécrire Doxa actuellement, juste avant la publication, tu le réécrirais quasiment entièrement. Tu n'es pas encore dans une acceptation totale du jeu de rôle, c'est bon, maintenant tu es bien et tu acceptes que le bébé parte. C'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a un moment où, à force justement de faire constamment des réécritures et de regarder toujours son propre style avec critique, si on laisse pas un moment ce bébé partir, il sortira jamais, puisque j'aurai toujours des défauts à revoir sur ce livre, sur ce projet. Je pourrais toujours voir tel chapitre me plaît pas parce que il est plus dans mes idéologies d'aujourd'hui. Je pourrais toujours le revoir. Et en fait, c'est juste une boucle sans fin à force de réécrire et de réécrire. Il faut juste dire à un moment stop, c'est comme ça, c'est bon, on sort et on n'en parle plus, on fait autre chose. On va rentrer un peu plus dans des questions de chiffres. Donc tu as proposé au financement participatif Doxa, oui, qui a atteint 162% de son objectif sur Ulule, oui, avec un objectif de base qui était de 10 000 € et tu as obtenu 16 000 €, 224. Exact. Comment tu as reçu cette réussite sur le financement? C'était énormément de gratitude, parce que à la base justement on arrive, on promouvoit Doxa comme un jeu de rôle indépendant, on s'oppose au jeu de rôle traditionnel. Justement, c'était pour ça que tout à l'heure on me demandait quel jeu de rôle traditionnel je conseillerais. Justement, je sais pas. Et vu qu'on s'oppose à ce milieu-là et que notre livre est une propre critique du monde du jeu de rôle, et qu'en plus on est tout nouveau, que c'est le premier livre, on s'est dit on va se faire défoncer. Et en fait pas du tout. Les gens ont beaucoup l'ont très très bien accueilli. Le fait d'avoir autant de participation, que ça marche même bien mieux que certains éditeurs qui nous avaient contactés en plus, ça fait chaud au cœur de voir que les joueurs sont prêts à essayer des nouvelles expériences, à essayer à remettre en question la forme même du jeu de rôle et de qu'est-ce que c'est. Je me disais, Doxa est une œuvre très riche en termes de référence à des œuvres extérieures, et en même temps, comme vous dites, c'est une remise en question de ce qui a été fait avant pour les jeux de rôle. Donc c'est peut-être justement ce souffle frais, mais qui fait référence à des bases communes à tout le monde, qui leur a plu. Vous parlez d'une culture du sampling notamment. Pourriez-vous nous en dire plus ? Je parle de sampling en fait parce que à la base j'aime beaucoup la musique. Le sampling, c'est un processus qu'on utilise beaucoup dans le hip-hop ou dans le R&B, qui consiste à prendre un bout d'une musique qui existe déjà et la mettre en boucle ou la mettre avec d'autres musiques, d'autres artistes, et de créer une nouvelle musique à partir de juste plein de samples, à partir de musique qui existe déjà,
créer quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, Doxa, c'est une œuvre qui est extrêmement référencée. On va prendre plein de passages de bouquins, d'autres livres. Je parlais de William Gibson tout à l'heure ou de Neil Stephenson. On va prendre des passages de ces livres-là, de 2-3 lignes. Des fois, on va les inclure dans le texte sans qu'on s'en rende compte. Et on va faire énormément de références dans les titres, etc. Et donc, c'est un processus qui est un peu comme musical et qui fait référence beaucoup au hip-hop. C'est pour ça que j'appelle du sampling. Parce que c'est pas exactement comme le cut-up de William Burroughs, comme il faisait. Mais voilà. D'accord, merci. Et en plus, tu proposes des playlists Spotify pour l'ambiance pendant une partie de jeu de rôle, si je me trompe. Oui, c'est ça. Du coup, tu donnes aussi un peu corps à une expérience complète pour le jeu de rôle avec Doxa. C'est ça. Le fait de faire une playlist Spotify, normalement, quand on a un livre de jeu de rôle, le livre de jeu de rôle, il est censé décrire un univers et les maîtres du jeu vont prendre cet univers, ils vont écrire tous les scénarios qu'ils veulent à partir de ce livre-là. Mais ils sont aussi libres de choisir leur musique. Bon, sur Doxa, on est tout aussi libre, mais on propose des playlists pour ancrer encore plus l'ambiance de Doxa. Le fait même de mettre une playlist donne aux MJ encore plus de direction sur comment ils doivent interpréter, comment ils doivent jouer leur jeu. Et donc c'est pour ça. Rentrons un peu plus dans le détail de Doxa, qui se propose donc comme 2 tomes qui vont être publiés. Donc, tu me disais que ça allait avoir le format comme... Numéra. C'était pas le format comme l'autre, justement, au niveau de la taille. Ah oui, nous on sort un format qui est plus petit que le format classique. Donc, c'est pas exactement du A5, c'est ce qu'on appelle du 16-24. Contrairement à un plus gros livre A4 comme ça, qui est un gros bouquin qui fait du bruit quand ça tombe sur la table. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger et on choisit de le sortir du coup en 2 tomes plutôt qu'un gros tome parce que justement, on voulait faire en sorte que la littérature soit une part importante de ce livre-là. Donc on voulait un format qui soit plus agréable à lire que juste un gros livre et d'avoir un livre séparé entre les règles et l'univers pour justement faire en sorte que quand on lit l'univers, ce soit comme un roman, comme une expérience de roman. Ce qui est vraiment pas habituel normalement dans le jeu de rôle. Oui, parce que c'est justement ça un peu la particularité de ce que tu proposes, à savoir que le tome 1, c'est une fiction qui se passe dans l'univers de Doxa, tandis que le 2e tome, c'est le format règle de jeu pour le MJ qui va donc pouvoir s'abreuver de connaissances et autres pour créer son scénario. Et tu proposes aussi à la fin des missions potentielles, des groupes de personnages à incarner et autres. Comment t'as pensé cette séparation, ou pas cette séparation spécialement, mais cette jonction entre fiction et en même temps livre dédié à être incarné par la suite? En fait, quand normalement on écrit un univers de jeu de rôle, vu qu'on est censé juste montrer un monde, comment il s'organise, etc., lorsque on a envie de donner aux joueurs ou au maître du jeu de créer une histoire dans ce monde-là, on va lui donner plein de lieux différents. Et du coup, dans Numenera, par exemple, on va avoir plein de lieux. On va avoir telle région est régie par telle politique, on va avoir tel village qui est régi de telle façon, etc. Et en fait, ça, c'est une façon très encyclopédique de présenter les choses. C'est-à-dire, il y a les monstres ici, il y a les organisations fonctionnent de telle façon, etc. Pour lier la fiction à ça, c'était assez compliqué parce que on n'a pas envie non plus de faire juste un roman, parce que dans ce cas-là, on s'éloigne complètement du jeu de rôle. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui permette au maître du jeu de se repérer et de se dire, moi j'ai besoin de savoir la politique de tel pays, et qu'il puisse y accéder directement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'histoire sous forme de carnet de voyage. Donc c'est un personnage qui va se voyager de lieu en lieu pour expliquer le monde. Donc là déjà, on est dans la fiction. Et ensuite, on a un espèce de code avec des symboles qui va différencier quelle partie est de la description, quelle partie fait partie de la narration. Et en fait, lorsque on va juste lire, on s'en fout un peu des symboles, on va juste lire comme ça. Mais lorsque le maître du jeu va prendre ce livre, il va se dire, moi j'en ai besoin de ce livre pour créer un jeu. Il va se repérer sur les symboles, il va se dire, ok, là j'ai besoin de tel village, je vais aller à tel symbole, et je peux avoir ça. Donc du coup, c'est un bon moyen de faire un mix entre fiction, mais toujours quelque chose de guidé pour le maître du jeu. Du coup, ta fiction a à la fois une utilité pour réellement jouer une partie de Doxa, mais est également de fait une véritable histoire particulière avec ses personnages, etc. Et
ce sur quoi nous allons revenir d'ici très peu de temps. Est-ce que, juste avant, tu pourrais expliquer aussi ce que tu appelles un jeu de rôle semi-narratif, que tu explicites dans le 2e tome, justement, mais qui est assez particulier également dans le monde du jeu de rôle? En fait, dans un jeu de rôle, il y a justement, comme j'expliquais, les règles. Et il va y avoir des jeux de rôle qui vont mettre énormément d'importance à ces règles-là. On appelle ça des jeux de rôle plus réalistes. Ils vont essayer de retranscrire la réalité comme elle est grâce aux règles. Il y en a d'autres qui vont plus être dans la narration, qui vont moins s'occuper du réalisme. Eux, ça leur intéresse pas de savoir que lorsqu'on lance une grenade, ils s'intéressent pas à savoir combien il est le rebondissement, la défragmentation de la grenade, etc. On s'en fiche de ça. Les règles vont pas mettre en scène ça, on va être plus dans la narration. Qu'est-ce que ça implique sur les personnages, etc. Et il va y avoir plus de liberté, entre guillemets, donc c'est souvent des règles moins lourdes à lire. Et le semi-narratif, du coup, c'est un mix entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois des règles qui permettent d'avoir un ancrage dans le jeu important, mais suffisamment de liberté pour pouvoir laisser place à la narration. Et pourquoi c'est important de laisser place à la narration? C'est que lorsque le MJ va raconter son scénario, lui, il va avoir en face de lui plein de joueurs qui vont constamment lui poser des questions. Et donc nous, on veut faire en sorte que le maître du jeu de se décharger des règles le plus possible pour qu'il puisse se concentrer juste sur le fait de raconter son histoire et sur le scénario qu'il a écrit au préalable. Parce que comme ça, il a moins de choses à s'inquiéter, il peut juste interpréter les personnages, faire des descriptions et moins s'intéresser à connaître les règles par cœur et savoir les faire jouer sur le bout des doigts. Du coup, tu as déjà pu expérimenter des parties de Doxa également avec d'autres joueurs. Qu'est-ce que ça fait de voir son univers vivre à travers des personnages qui ne font pas partie justement de ce que toi tu as créé? Le jeu de rôle, c'est quelque chose de très étrange parce que quand on écrit ça, on a une image en tête de comment sont les personnages, etc. Lorsqu'on va le jouer, les faire jouer, les gens vont imaginer quelque chose de différent. Même s'ils ont lu la même description, c'est quelque chose de différent pour eux. Et on le voit constamment qu'ils interprètent pas du tout pareil. Et du coup, ils font vivre le monde avec leurs propres idéaux, leurs propres thématiques, avec ce qui les intéresse. Et même moi, genre quand je fais jouer une partie, j'ai l'impression de ne pas faire jouer vraiment ce qu'est Doxa. Parce que en fonction de la partie, en fonction du moment, en fonction de ce que je pense, mon interprétation des joueurs, des personnages en jeu, va être différente. Et du coup, c'est très intéressant le jeu de rôle de comment, quand on va lire, on se fait une image, et quand on va jouer, cette image est complètement déconstruite à chaque partie, pour chaque MJ, pour chaque joueur, constamment. Et d'autant plus que l'univers que tu proposes est catégorisable comme post-cyberpunk-fantasy. Oui. Alors c'est un univers qui est à la fois peuplé de références et en même temps on a aussi pas mal de choses qui font référence à notre propre contemporanéité. Comment déjà pourquoi ce choix d'univers et comment tu l'as exploité dans le jeu de rôle en tant que tel? Le choix du cyberpunk, c'était parce que j'aimais énormément cette culture et que j'avais consommé ça très très jeune, notamment avec Akira, et ça m'avait bouleversé. Je voulais raconter une histoire dans le style d'Akira. Mais il suffisait pas de faire juste la même chose qu'Akira ou que Final Fantasy VII, qui est un jeu vidéo de cyberpunk aussi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que avec Ephraim, on s'est posé pendant toute une semaine. On a regardé tout ce qu'on pouvait sur le cyberpunk. On a téléchargé tous les films d'animation. On a été emprunter tous les bouquins qu'on pouvait de cyberpunk dans l'ordre de sortie de date dans l'histoire. Et on a tout consommé. On a pris des notes sur qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est pas fait, et qu'est-ce qu'on veut garder. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, on veut vraiment partir dedans. Et on a pris toutes ces thématiques et ça nous aidait ça nous a aidé à faire un livre très référencé, du coup, où on est revenu constamment sur cette semaine de visionnage et de recherche, du coup, sur qu'est-ce que c'est que le cyberpunk. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu peux le définir maintenant? Qu'est-ce que le cyberpunk? Ouais, et même le post-cyberpunk. Le cyberpunk, c'est une anticipation du futur proche, dystopique. Pour aller très simple. En général, ça met en scène des écarts sociaux très importants entre les entreprises qui sont extrêmement dominantes et les personnes qui sont extrêmement aliénées de l'autre côté.
Et du coup, ça met souvent en scène la difficulté des personnes à vivre dans un monde extrêmement technologique, extrêmement violent et extrêmement surveillé. Donc, et le post-cyberpunk, c'est un genre qui est né plus dans les années 2000, après la sortie du film Matrix, où il y a eu un renouveau du genre, où on n'exploitait pas exactement les mêmes thématiques, on ne parlait pas de la technologie avec le même regard. Les œuvres ne parlaient plus que de la technologie, le monde n'était plus aussi noir qu'avant, et n'était plus aussi violent, même si Doxa est quand même violent, mais finalement on ne parle pas autant de technologie que d'autres œuvres de cyberpunk. Je parlais d'Akira ou de Final Fantasy VII, finalement on ne parle pas autant de technologie que dans ces œuvres-là. On va même aborder des questions différentes, questions de linguistique par exemple. Donc voilà. Et les œuvres de cyberpunk aujourd'hui peuvent parler plus d'écologie, de ce genre de choses. On parlait un peu moins avant, même si c'était quand même le cas. Je me disais, dans la partie narrative de Doxa, donc plutôt la partie carnet de bord, en quelque sorte, on découvre votre univers à travers deux personnages, donc Chien et puis sa fille. Oui. Merci. Qui est un peu spéciale, sa fille d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas tout à fait humaine, et qu'elle peut changer de statut. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux personnages aussi, qui nous permettent de découvrir Doxa ? Oui, du coup, le carnet de voyage, comment il s'organise, en fait, c'est l'histoire de Chien, sa femme et Ivy, qui est leur fille, une androïde. En fait, Chien et sa femme, ils tenaient un bureau de tabac où ils vendaient des cigares. Et en fait, ils avaient une pression très très importante sur le fait de devoir réussir, de faire fonctionner leur entreprise. Et à un moment, leur entreprise a fait faillite. Mais ils ont continué à fumer leurs cigares malgré qu'ils faisaient faillite pour ne pas le montrer aux clients. Finalement, ils ont attrapé une maladie puisque les cigares étaient en train de pourrir. Et du coup, Chien... comme il savait que sa femme allait mourir, et qu'il en était sûr, et qu'il n'avait pas assez d'argent, que même Emma n'avait pas assez d'argent pour payer l'opération, s'est dit on va partir dans le monde extérieur, on va sortir de la mégacité, là où il y a toute la technologie, et on va juste essayer de mourir sous un ciel étoilé plutôt que sous un ciel où il y a une plaque, et il y a des avions tout le temps, et il y a des gratte-ciel tout le temps. Ils se sont dit on va aller dans le monde extérieur et on va finir notre histoire là-bas. Et donc du coup ils partent dans le monde extérieur, et en partant dans le monde extérieur, le Chien il arrive à avoir un boulot de cartographe. Donc du coup, il va essayer de répertorier les villages, etc. Et sa fille, du coup, vit très mal la mort de sa mère et finit par fuguer. L'histoire, finalement, est l'histoire de Chien qui essaye de retrouver Ivy. Voilà. Mais grâce à sa fille, on introduit aussi, par exemple, les personnages qualifiés comme Etherhead. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et du coup, ça permet aussi d'aborder les règles d'une autre manière, de vraiment découvrir votre univers comme vous le souhaitiez. Mais comment dire, le ton post-cyberpunk donne une approche particulière de ces personnages qui ont justement des dialogues, des éléments linguistiques très particuliers, propres à cet univers. Comment vous êtes venu à les construire comme ça ? Les personnages ou les dialogues ? Je pensais plutôt, les dialogues liés aux personnages du coup. Comment ils ont été construits ? Pour être dans le cyberpunk, on a voulu faire en sorte que les personnages parlent très peu. Vu qu'on est dans un monde très aliénant, on a voulu donner peu la parole aux gens, justement pour donner l'impression que c'est pas un monde où on s'amuse constamment quand les personnages parlent, c'est que pour donner l'information importante qu'ils ont besoin de donner. Et du coup, ça donne un côté très solitaire qui renforce le monde dans lequel ils sont. Et on se contente du minimum à travers ce dialogue. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Okay. Mais surtout que l'histoire de Chien, Emma et Ivy est également intercalée dans le guide de l'Etherhead Ignare qui débute la fiction, la partie fiction. Et on se retrouve également avec d'autres narrateurs comme Mark Question et Tonton Moignon. Pourquoi avoir multiplié ces points de vue et ces différents personnages alors que l'histoire principale reste quand même celle de Chien et Ivy ? Du coup, le livre, il s'appelle Doxa. La Doxa, c'est l'ensemble des opinions des gens. Et c'est l'opinion commune, quoi. Et du coup, on voulait faire en sorte de mettre en scène la Doxa
et donc de mettre en scène énormément d'opinions différentes, de personnes qui ont parfois des opinions très violentes, d'autres plus calmes, et du coup ça fait que lorsqu'on lit Doxa, on est plongé dans la Doxa de ce monde en fait, où on va voir les opinions communes de chacun et on va voir comment, en fonction de leurs différentes opinions, comment ça se croise et crée une image de Doxa qui est au centre. Parce qu'on va avoir un personnage qui nous dit Doxa c'est ça, un autre qui va dire c'est ça, un qui va dire c'est de l'utopie, l'autre qui va dire c'est de la dystopie, et on va croiser nous-mêmes lors de la lecture. Qu'est-ce qu'on pense? Au final, il va y avoir une image qui va se créer, qui va nous dire Doxa en fait c'est ça, mais il n'y a personne qui nous le dit réellement, c'est la somme de toutes ces personnes-là. Alors du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus l'univers? Puisque donc Chien, Ivy et Emma parcourent comme des cartographes l'univers de Doxa, mais de fait c'est une sorte d'univers très complexe, un feuilleté de distance et de hauteur particulière entre les mégapoles, capitales, les différentes régions, la campagne, etc., qui donc propose un univers très large. Est-ce que tu peux essayer de montrer un peu cet univers? Oui, très simplement, il y a une ressource très importante sur Doxa qui s'appelle l'éther. L'éther nous a permis en fait de développer des civilisations à l'extrême et de presque arriver à l'utopie avec énormément de technologies etc. Le problème, c'est que l'éther a été monopolisé par certaines personnes et ont permis en fait à certaines personnes de grandir très rapidement et de se développer technologiquement très rapidement, et d'autres personnes qui en ont été privées complètement et qui ne savent pas ce que c'est que la technologie. Donc on est dans une espèce d'entre-deux où d'un côté on a les mégacités qui ont le monopole de l'éther, et de l'autre côté le monde extérieur qui eux n'y connaissent rien. Et le but de Doxa, c'est pas de montrer comment le monde il est juste noir ou blanc, mais c'est de montrer comment ces extrêmes y cohabitent. Voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu proposes, c'est qu'on a souvent tendance à, non pas à résumer la SF comme ça, mais en tout cas à prendre la science-fiction comme à travers des catégories très figées, dystopie, uchronie, utopie, etc. Et qu'en est-il de Doxa? Parce qu'il y a une critique, mais pour autant on n'est pas entièrement dans une totale dystopie. Il y a des personnes qui ont l'air de bien s'amuser dans ce monde, etc. Comment tu gères le sentiment d'existence dans ce monde entre la déshérence et la joie? C'est que Doxa, même si c'est de l'anticipation du futur, ça parle pas du futur. Le futur, il n'arrivera pas comme ça. C'est même très très peu certain un jour qu'on arrive à un stade où la technologie soit si avancée qu'elle fait partie de notre quotidien encore plus qu'aujourd'hui, à cause des problèmes écologiques, etc. Du coup, Doxa, c'est plus un regard exacerbé sur notre propre monde, en fait, qui va exagérer tous les aspects de notre monde. Et en fait, du coup, il y a des personnes qui vont bien le vivre. Nous, on est dans notre confort, on est là à bruit de langue, dans un petit canapé, alors qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en fait, on va exacerber ça, on va le mettre à l'extrême, où il y a des gens qui sont très contents d'avoir les privilèges qu'on a, et d'autres où on va montrer justement leur manque de privilèges, comment les deux vont se clasher, comment les deux vont essayer de cohabiter ensemble, soit pour partager leurs privilèges, j'en sais rien, mais du coup, voilà, c'est plus un regard sur notre propre monde et qui n'est pas juste négatif ou positif. Et justement, c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est du post-cyberpunk, parce que d'habitude, le post-cyberpunk, c'est que de la dystopie, c'est noir tout le temps. Et là, on voulait montrer qu'il y a quand même une lueur d'espoir quelque part. Même dans un monde aussi technologique et de surveillance aussi fort que le nôtre actuel, on peut quand même essayer de trouver sa place dedans. Même si on est aliéné au jour le jour, on peut essayer de trouver notre place et de trouver notre voie dans ce monde-là. Trouver sa voie, c'est un peu justement le parcours de Chien et d'Ivy pendant toute ta fiction, qui part donc cartographier le monde. Pourquoi avoir fait ce choix justement de proposer plutôt une cartographie plutôt qu'une sorte d'encyclopédie historique, telle que c'est souvent proposé pour le jeu de rôle? Parce que lorsqu'on lit une encyclopédie, en fait, on lit un peu où on veut. On prend le livre et on veut juste ce qu'on a besoin comme information. Il n'y a pas d'immersion dans cette façon de faire. Et c'est très dur à lire une encyclopédie constamment, de lire tous les détails à chaque fois. Du coup, c'était mieux, pour nous en tout cas,
de faire ça sous forme d'une cartographie et de voir au fur et à mesure comment le monde il évolue à travers les yeux de quelqu'un, parce que c'est plus fun à lire, c'est plus agréable, et même si du coup le monde n'est pas montré objectivement, comme on aurait besoin dans un jeu de rôle, on a besoin de dire le monde il est comme ça, même s'il est montré subjectivement, en fait les MJ sont capables de comprendre quand même quel est ce monde. Lorsqu'on lit un roman, on est capable de comprendre le monde dans lequel il s'inscrit, que ce soit de la SF ou non. Et du coup, on a pensé qu'un jeu de rôle n'avait pas besoin d'être une encyclopédie, forcément, pour que les joueurs puissent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et ils peuvent aussi le faire via la fiction et via l'immersion. Et lorsqu'on est immergé dans un monde aussi dur, ça permet aussi de faire passer les messages 10 fois mieux, en fait. Plutôt que de dire le monde il est mal, le fait de vivre dedans nous fait rendre compte de la réalité de façon 10 fois plus puissante. En fait. Et du coup, tu proposes pour chaque chapitre des cartes, comme s'il s'agissait du travail de chien cartographiant le réel qu'il trouve autour de lui dans sa mission pour se sauver en quelque sorte. Comment tu vois justement le travail de cartographie qui est proposé, à savoir à la fois rencontre sur place dans les chapitres sur la manière fictive, mais également dans les illustrations qui sont présentées à chaque début de chapitre? Comment tu vois le lien comment tu imagines ce lien entre justement illustrer le monde et l'histoire en tant que telle? Je réfléchis 30 secondes. Comment je vois le lien de illustrer le monde à travers soit des illustrations, soit comment on le présente. En fait, ce qui est assez étrange comme démarche lorsque on fait un jeu de rôle, c'est que c'est pas comme un roman, parce que dans un roman, il va y avoir que du texte. Un jeu de rôle, c'est souvent quelque chose avec beaucoup d'illustrations. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend le livre, le joueur, il a besoin de savoir dans quelle ambiance on est le plus rapidement possible. Et avoir des illustrations qui montrent à quoi ressemble l'univers, tout de suite on comprend. J'ai pas besoin d'écrire post-cyberpunk en haut, j'ai juste besoin de montrer ces images-là, et c'est extrêmement important pour l'immersion, pour le joueur, lorsqu'il va prendre le livre. Du coup, il y a un travail de direction artistique qui se rajoute à ça. Et en fait, par rapport à ta question, l'illustration, pour nous, elle est importante. Du coup, souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des illustrations avant même que le chapitre soit écrit, et le chapitre s'est construit à partir de cette illustration-là pour l'adapter à ça. Notamment la carte dont tu parles. Une fois qu'on avait eu la carte devant les yeux, on s'est dit tiens, mais cette carte, elle met en avant que les mégacités, que les points importants, mais elle met pas en avant du tout le monde extérieur et les personnes qui sont aliénées. Du coup, en regardant cette illustration, on s'est dit tiens, on peut tirer de cette idée-là et écrire dessus en disant que cette carte, elle est édulcorée, elle est faite par les gouvernements, pour le gouvernement et pas pour les gens. Et en fait, toutes les illustrations qui se calent dans l'histoire de Chien et Ivy, qui montrent ça, et dans cette même réflexion-là. Oui, surtout que tu as tout un paragraphe à la fin du tome sur justement le fait que la cartographie est, on va dire, dirigée par le pouvoir et montre seulement les points sensibles qui sont intéressants pour celles et ceux qui dirigent, et pas du tout pour un habitant de Doxa, de je ne sais quelle province de l'HZ2, etc. Et du coup, c'est assez intéressant aussi que ta fiction se propose sur un mode méta, donc elle réfléchit à ses propres conditions d'existence, pour le dire en quelque sorte. Surtout sur le travail de cartographie, puisque donc on a à la fois une grande carte qui débute Doxa, on a ensuite des découpages de cartes qui suivent aussi le parcours de Chien et sa fille, et en plus il rencontre un groupe de cartographes qui eux font un travail de cartographie depuis des générations et des générations, et qui eux ne sont pas justement avec l'utilisation des technologies, mais plus sur le dessin, sur une grande fresque gigantesque. Pourquoi jouer avec ce rapport d'échelle différent et de ces cartographies qui se calquent entre elles et qui font encore une sorte de feuilleté de signification? Parce qu'une carte ne peut jamais être la représentation exacte de la réalité, simplement parce qu'une carte par exemple, ne prend pas le facteur temps. Si par exemple une carte de la Terre ne va pas mettre en avant la déforestation, elle peut mettre en avant la déforestation à un instant T, mais pas son évolution dans le temps. Et en plus, une carte c'est tellement grand qu'on va forcément devoir faire une simplification et devoir
enlever des éléments sur cette carte-là. Et donc, une carte, c'est toujours quelque chose de politique. C'est toujours un choix de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant. Et en fait, sur Doxa, justement, vu que tout le monde a un peu ses opinions, vu que tout le monde a un peu sa façon de voir le monde, c'est pour ça qu'on propose différentes lectures de la carte où chacun choisit de mettre en avant ce qu'il a envie de mettre. Le gouvernement, lui, va mettre en avant les mégacorporations, les mégacités, alors que justement les cartographes qu'on rencontre, eux, ils vont mettre plus en avant le monde extérieur et la violence qu'on peut ressentir dans le monde extérieur. Ils vont fonctionner par code couleur, ils vont dire à tel endroit, là, c'est plus violent que d'autres, donc faites attention lorsque vous y allez là, parce que c'est leur réalité à eux, alors que quelqu'un qui vient d'une mégacorporation, qui va jamais dans le monde extérieur, n'a pas besoin de cette information-là. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de cartes qui se fusionnent, entre guillemets, pour montrer, pour essayer de se rapprocher de la réalité de qu'est-ce que c'est que la vraie carte de Doxa, mais on ne sait pas, parce que vu qu'une carte, c'est toujours une simplification, il n'y aura jamais une carte de Doxa qui soit vraie et qui soit valable. Surtout, sans divulgacher, cette carte est un peu aussi remise en question à la toute fin avec la lettre secrète que tu as ajoutée pour le financement participatif. Donc je ne divulgacherai pas, désolé. Mais du coup, on a aussi une redéfinition justement des cartes à la toute fin où on comprend autrement le monde de Doxa et comment il en est advenu, puisque c'est pas seulement un travail de montrer les reliefs, etc. C'est aussi un travail de nommer les régions, de nommer les choses, de nommer les lieux qui y habitent. Je pense au nom aussi des mégacorporations qui sont nombreuses et qui dominent en quelque sorte le monde de Doxa. Mais il y a aussi justement tout ce travail de mettre des mots sur des espaces. Comment tu vois justement ce travail d'écriture qui fonctionne assez bizarrement en fait? Parce que tu proposes de créer un monde ad hoc, qui est ex nihilo, sans rien, de base. Et comment t'en es arrivé justement à ce monde très vaste dans ton écriture? Même si, lorsqu'on lit Doxa, il ne va pas y avoir une histoire de Doxa, il ne va pas y avoir une liste complète de toutes les régions et de tout ce qui se passe. Enfin, si, avec l'histoire de Chien et Ivy, mais on n'a pas l'histoire de comment la région en est arrivée à cet endroit-là. Nous, avant de créer le livre, on a créé tout ça. On a créé ce qu'on appelle la backstory. On a tout construit le monde de comment il en est arrivé de là où il en est, de A à Z. Et à partir de là, on a commencé à créer la carte et mettre toutes ces informations qu'on avait. Et une fois qu'on avait toutes ces informations, on a tout supprimé et on a fait vivre les gens dans ce monde-là à l'instant T où on l'avait créé. Toutes les informations du monde comme il est avant, on s'en fiche. Il fallait qu'il soit supprimé. Donc finalement, on est arrivé à un monde où il y a beaucoup de choses complexes, et qui sont pas expliqués, qui sont juste mis en scène en fait. Donc c'est comme ça que je pense qu'on est arrivé à faire un monde quand même très grand. Puis c'est aussi beaucoup avec la référence, tout à l'heure on parlait du sampling, c'est pareil par rapport à la carte. On va prendre, il y a des bouts de la carte qui sont des cartes de jeux vidéo d'un certain jeu, d'autres où le nom de la région c'est autre chose, et du coup on a il y a de la référence même dans la carte en fait, où on a pris, c'est comme si dans la carte même il y avait des citations, même si les gens ne le voient pas, c'est comme ça qu'elle a été créée. D'ailleurs, votre univers prend pied dans la réalité. Je pense à votre chaîne YouTube Novacorp, oui, dont j'ai cru comprendre qu'elle était nommée ainsi à cause d'une entreprise qui existe dans votre jeu et qu'elle est censée représenter du contenu visionnable dans le jeu. Vous pouvez nous parler de cette relation donc entre votre chaîne YouTube et Doxa, votre univers? Oui, en fait, à la base, on a commencé à bosser sur Doxa avant Novacorp. Et lorsqu'on a créé la chaîne YouTube, on s'est dit qu'on ferait une chaîne YouTube qui parlerait de Doxa ou qui parlerait d'œuvres qu'on a sur Terre, mais du point de vue de Doxa. Et on voulait rester dans la fiction à travers Novacorp. Et cette fiction a complètement disparu. Ça n'existe plus du tout. Maintenant, il n'y a aucun rapport entre la chaîne YouTube et Doxa, si ce n'est les références qui se partagent. Il n'y a plus aucun rapport, mais du coup, à la base, c'était juste pour rester dans la fiction et de faire de l'intermédialité, où justement le jeu de rôle se dépasse de son format papier et va vers YouTube. Maintenant, c'est plus le cas. On n'est plus du tout dans la fiction. Dans les premiers épisodes de Novacorp, je me rappelle que je discutais avec une intelligence artificielle, on était vraiment dans la fiction. Maintenant ça n'existe plus. Voilà. Autre thématique
en dehors de justement le travail de cartographie et de voyage, et qu'on retrouve peu dans les œuvres de cyberpunk, c'est celui de la famille. Tu as choisi d'exploiter quelque chose qui est en fait la plupart du temps disparu de la SF, à savoir un modèle familial, nucléaire, autour d'un père, d'une mère, etc. Parce que la plupart du temps, les fictions proposées, c'est plus des héros sombres, solitaires, qui, dans un monde où les liens justement sont complètement détruits. Et tu as choisi de garder quand même une sorte de politique de la famille dans ton œuvre. Pourquoi alors que justement la plupart des références auxquelles toi-même tu fais référence sont dans le délitement du lien social? C'est très juste. Vu que normalement on est dans un monde aliéné où on est tout seul, où on se retrouve seul face au monde et tout ce qui nous entoure, c'est vrai que ça paraît compliqué de mettre en scène une famille qui est censée s'entraider. Mais bon, même si c'est une famille, on comprend très vite quand on le lit, la famille finit par se dissocier très vite, quoi. La femme de chien finit par mourir, sa fille finit par fuguer, elle se dissocie complètement. Après, ils vont essayer de refonder entre guillemets cette famille-là, et ça va dans cette idée de trouver de l'espoir là où justement il n'y en a plus. Justement, la science-fiction va nous faire perdre notre famille, et comment on va la retrouver dans un monde comme ça, entre guillemets. En parlant justement de cette dissolution des liens, il y a quand même une extrême violence qui est présente dans Doxa. Donc là, comment tu vois l'écriture qui attaque un peu directement le lecteur, à la fois sur des questions, je ne sais pas, de violence pure, réelle, directe, mais aussi, par exemple, le sexisme ou le racisme, etc., qui font partie de l'univers de Doxa, de fait. Du coup, on a pris les aspects de notre société actuelle et on les a exacerbés. Donc comme on est dans un monde aujourd'hui qui est, c'est triste à dire, mais très sexiste et très raciste et très plein d'autres choses, vu que Doxa est censé être une exagération de tout ça, on a pris toutes ces choses-là et on les a mis encore plus haut. Ça a une volonté de sensibilisation, mais c'est du coup avant tout de la satire. Donc lorsque le lecteur il va lire ça, il va être dans un inconfort certain, mais c'est un inconfort qui va le pousser à regarder son propre monde, en fait. Non, excusez-moi de vous interrompre, mais en fait, l'heure tourne et apparemment il y aurait des questions. Donc on pourrait peut-être faire un petit tour du public et du chat. Est-ce que vous m'entendez du coup? Oui. Donc dans le chat, il y a une dame qui s'appelle Alzea Lapis qui demande si vous avez des titres à proposer parce que vous avez parlé d'une playlist de musique pour jouer à un jeu de rôle. Des titres musicaux? Oui. Qui seraient plutôt dans l'ambiance de Doxa, du coup. Exactement. Je considérais beaucoup, du coup, l'âge d'or du hip-hop, vu que ça reste dans le sampling, mais aussi tout ce qui est dans le métal, notamment Megadeth, vu que Megadeth, c'est un groupe de musique qui est pareil dans cette extrême violence constamment, sans concession sur le monde. On lance un album, tout de suite c'est brut, exactement comme dans Doxa. On ouvre et on a l'impression de se faire maltraiter. C'est le même sentiment, du coup, Megadeth, pourquoi pas. Oui, moi j'avais une question sur le... Enfin, je ne suis pas lectrice, hein, juste un petit peu, parce que de temps en temps, enfin cette année c'est arrivé, j'ai un étudiant qui écrivait dans le style cyberpunk, et il m'en a fait lire un peu, et donc j'ai découvert, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce que vous avez dit sur le réalisme, vous avez dit il y a des univers qui vont être hyper réalistes, c'est-à-dire très précis sur les instruments de guerre, etc., et vous avez opposé ça à un style qui serait non réaliste et qui réfléchirait aux effets sur la personne qui lance la grenade. Ou est-ce que c'est pas plutôt une forme de réalisme psychologique qui vous intéresse? Je veux dire, est-ce que c'est carrément pas du réalisme ou est-ce que c'est une autre forme de réalisme que vous avez essayé de créer avec un univers qui a une épaisseur humaine peut-être différente? En fait, c'est surtout une question de comment le lecteur il va recevoir cette information. Si par exemple je décrivais de façon réaliste comment je vais lancer une grenade, comment le lecteur il va le recevoir et comment il va le jouer. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que dans le jeu de rôle, c'est que chacun peut interpréter comme il veut le jeu.
et il peut donner sa propre volonté de création et d'imaginer tout ce qu'il a envie d'imaginer. Si on est trop réaliste, si on décrit trop comment est censée fonctionner une grenade, par exemple, on enlève la possibilité de création au lecteur. Et c'est pas ce qu'on veut faire, en fait. Donc c'est plus d'un point de vue ludique qu'on fait ça que d'un point de vue, du coup, réflexion psychologique. Une ouverture des possibles, en fait. Exact. Il y a une autre question sur le chat, visiblement, Mathilde. C'est un commentaire plutôt qu'une question. Je reprends le bon commentaire. C'est une personne qui s'appelle Christian Nommé et qui dit qu'en tant que créateur de jeux de rôle et auteur, il est admiratif du travail fait sur Doxa, que c'est un projet audacieux, honnête et au pur esprit cyberpunk. Un grand bravo. Voilà. Merci Christian, qui est l'auteur de Titan Effect, jeu de rôle canadien, très bien. On n'a pas de... Oui, moi aussi je suis impressionnée par la quantité de choses que vous avez mobilisées, manipulées, et puis sur la façon dont vous pouvez expliquer clairement comment, pour qu'un monde apparaisse, il faut gommer en fait le monde antérieur. On pense un peu à du Picasso qui efface ses dessins à l'intérieur. Et par contre, pour des gens comme moi qui ne sommes pas familiers vraiment de la culture cyberpunk, on reste un peu frustré, on se dit mince, il est capable de nous dire il y a plein de références, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de trucs, et je vais tous les rater. C'est trop frustrant. Est-ce que ça arrive déjà quand on lit la littérature du 19e, évidemment, mais on a une éducation à ça, enfin certains d'entre nous en tout cas, et on peut trouver plein de bouquins qui analysent ces références en disant ah ouais, un tel il s'est inspiré de trucs, il cite machin, etc. Là on va pas avoir ça. Est-ce que vous prévoyez de faire un truc du genre, vous savez, les petits manuels qui expliquaient les citations dans les... Comment ça s'appelle là les bouquins de français pour le bac, tu vois, genre profil d'une œuvre où tu as toutes les références qu'il faut savoir pour comprendre bien ce dont il est question, etc. Pour tous les ignares qui aimeraient mieux entrer dans cet univers-là, en fait. Parce que dans les univers, on peut y entrer, bien sûr, en les expérimentant, ça c'est une façon de faire pour le jeu, mais entrer dans un univers aussi, c'est s'approprier toutes les clés de lecture de cet univers-là. Et là, du coup, est-ce que c'est une dimension qui peut vous animer ou pas? La question de comment permettre à d'autres de rentrer dans mon univers en servant un peu un rôle de médiation pédagogique finalement sur voilà. On s'est posé la question si justement on allait faire une liste ou pas. Finalement, on a pris la décision de pas la faire justement pour renforcer l'immersion. Mais lorsqu'on lit le livre, il y a quand même beaucoup de citations avec les auteurs qui sont toujours indiqués sur toutes les citations. Et donc, on voit qu'il y a des auteurs qui reviennent très souvent et qui donnent leur idée brute lors de cette citation. Donc, je pense qu'à partir de là, ça peut être une ouverture à découvrir le monde du cyberpunk là. Et même dans le livre 2, où on donne des conseils d'interprétation du jeu, il y a beaucoup de moments où je parle de telles œuvres qui ont influencé Doxa. Et je parle même, il y a un chapitre qui s'appelle est-ce que, enfin je n'ai pas le nom exact, mais est-ce que c'est important d'avoir les mêmes références que nous pour jouer à ce jeu-là? Et donc il y a tout un chapitre qui explique ça et qui développe un peu nos idées de d'où ça vient, etc. Mais est-ce que c'est vraiment important de les suivre à la lettre, vu que normalement le but d'un jeu de rôle c'est de mettre ses propres références lorsqu'on crée le jeu. Donc voilà. On va être obligé de s'arrêter peut-être, Gabriel, nous redire quand le livre sera disponible et où, etc. Le jeu est déjà disponible sur le site jdrdoxa.fr, qui est juste affiché derrière, qui est disponible juste en PDF. Pour l'instant, pour les chapitres, pour les livres physiques, pour l'instant, on ne sait pas encore. On s'occupe juste de finir de rendre les contreparties pour le financement participatif qui a été réussi. Une fois que ce sera fini, on donnera plus d'informations. Mais pour l'instant, le livre est disponible en PDF sur jdrdoxa.fr. Bon, et puis on fera passer l'info, nous, dès qu'il sera en... C'est vrai que moi, j'attends un peu le papier. Oui, c'est mieux. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Merci pour l'invitation et pour ces questions. Merci à vous.